ravi de vous retrouver, en tout cas pour ce live, donc sur les actions sous-valorisées. Je suis ravi de pouvoir venir, sur, Investing aujourd'hui, pour parler de ce sujet. D'ailleurs Investing de m'inviter, notamment Gilles, parce que, bah, c'est un sujet qui me passionne, les actions valorisées. Je vais me présenter dans un instant, bien évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas. Juste avant, peut-être rappeler, pourquoi je suis là ce soir. L'objectif, c'est de parler de valorisation et c'est surtout d'essayer, de voir ensemble, eh bien, comment on peut facilement, sans être un expert de la finance, puisque vous verrez que je ne suis pas issu des plus grandes écoles de finance, et simplement essayer de trouver, des bonnes actions, essayer de trouver des, belles valorisations, des entreprises peut-être pas trop chères aujourd'hui, mais qui ont un joli potentiel. Et donc on va s'appuyer notamment sur l'outil d'investing. Bah, aujourd'hui, c'est l'outil pour ma part que j'utilise dans mes recherches et donc ça fonctionne plutôt bien. OK, bon allez, on part de toute façon, là-dessus. Donc comme je vous le disais, on va parler d'actions, sous-valorisées. Aujourd'hui donc le, principe, c'est vraiment, de trouver, et surtout de parler de valorisation. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc vous avez, désormais ma petite photo puisque, la caméra avait l'air de faire laguer, la qualité sonore. Moi c'est Riquet, mon vrai prénom c'est Henri, donc pour ma part, eh bien, je suis français, je vis en région parisienne. J'ai 32 ans, j'ai commencé à investir dans, les années 2017-2018, donc ça fait, un peu plus de 7 ans maintenant que j'ai, commencé à passer mes premiers ordres. Et bah, depuis, eh bien, j'ai la chance de pouvoir aussi, créer du contenu, de partager ma passion, sur les différentes réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver, sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur X, vous pouvez me retrouver sur Telegram. Bref, je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer de vous montrer, eh bien, comment on peut, sans être un expert de la finance, hein, puisqu'encore une fois, je j'insiste, je ne suis absolument pas expert de la finance puisque j'ai un parcours d'école de commerce, mais absolument pas dans une spécialité financière. Si vous voulez tout savoir, pour vous expliquer un peu mon parcours, j'ai démarré en tant que chasseur de tête, puis ensuite je suis passé commercial et responsable commercial dans une société qui était prestataire de services et éditrice de logiciels. Donc vous voyez qu'on est bien loin finalement, de, Warren Buffett ou que sais-je. Et comme, un petit peu je pense 99 d'entre vous, eh bien, j'investis, à titre personnel donc, mes économies, mon épargne et puis, également j'ai, une activité un petit peu de trading à côté, du plutôt une activité de swing trading. Aujourd'hui, c'est vraiment de parler de cette, partie investissement qui m'intéresse avec vous, de voir un petit peu, eh bien, comment on peut aller chercher, des actions sous-valorisées. Et notamment, on va parler un petit peu de ratio. Mais avant, je voulais quand même vous poser une question parce que je pense que c'est, là le plus important. Qu'est-ce que c'est pour vous la valorisation? Est-ce que ça vous parle? Heu, Comment vous définiriez la valorisation d'une entreprise? Comment vous la regardez potentiellement pour essayer un petit peu de comprendre, comment vous interagissez finalement avec ce critère, lors de vos investissements? Est-ce que c'est des choses d'ailleurs que vous regardez aujourd'hui ou pas du tout? Voir un petit peu les choses que vous avez là-dessus et éventuellement si vous avez des problématiques avec, la comment dire? La valorisation, il ne faut pas hésiter à me le dire. Alors je vois que le son est toujours haché a priori, malheureusement je peux pas faire mieux, je suis assez embêté de ça et là vraiment je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas vous dire pourquoi, puisque je suis sur mon micro habituel, je le vois bien, il est bien paramétré. Ouais, j'espère que ça sera suffisant. OK, alors on a déjà les premières réponses. Le PER, moi, pas du tout, je connais juste les actions. PER comparatif secteur, bah, pourtant ma qualité est bonne, hein, il y a pas du tout de souci, quand j'en consulte le wifi, je sais pas, peut-être sur YouTube ou c'est le lien qui rame un petit peu, je ne sais pas vous dire. Alors comment mettre les alertes? C'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, donc je vois qu'on a pas mal de notions plutôt autour du PER. Faire un mix fondamental et analyse technique, OK, intéressant. Donc effectivement, on a pas mal de choses. En fait, l'objectif, le bénéfice net par action, OK, excellent. Donc je vois qu'il y a quand même,
quelques connaissances qui sont là, c'est parfait, ça va nous aider effectivement. Alors, l'objectif de la valorisation en bourse, sachez que j'ai pas préparé de présentation ou quoi que ce soit parce que mon but, c'est pas de faire un cours, hein, sur la valorisation, c'est de montrer des choses concrètes, hein. On n'est pas là pour faire un webinaire avec des slides, ça ne m'intéresse vraiment pas de vous partager ça. En revanche, bien évidemment, on va quand même s'intéresser à quelques ratios. Il y a quelques ratios qui, sont évidemment, très importants et on va le voir, il n'y a pas que ça aujourd'hui, que des ratios qui peuvent nous permettre en tout cas de détecter des opportunités. Typiquement, si on va sur Investing, vous allez avoir un screener, alors que vous ayez un compte gratuit ou un compte, premium, enfin ce qu'on appelle un Investing Pro, vous avez, la possibilité bien évidemment d'utiliser ce screener pardon, avec des critères qui vous seront, plus ou moins, limités. Vous les retrouvez ici, là, sur recherche avancée d'action. Alors on verra, il y a différents screeners sur, Investing, mais rien que déjà avec ce premier niveau de screener, ben, on va avoir effectivement la possibilité de s'intéresser à des entreprises pas trop chères et essayer, eh bien, d'aller chercher des opportunités qu'on va, dont on va pouvoir en espérer bien évidemment un rattrapage haussier, un rattrapage par rapport à la valorisation. Alors, c'est beaucoup de mots, parfois ça peut paraître un peu compliqué quand on débute. En fait, simplement, l'idée dans l'approche de la valorisation, c'est d'essayer d'acheter des entreprises qui, au regard de leurs fondamentaux financiers, et j'insiste bien sur ce point, financier, eh bien, ne sont pas excessivement chers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire excessivement cher? Parce que vous allez voir que quand je clique sur valorisation juste ici, bah, finalement, on se retrouve avec tout un tas de ratios. Alors, il y a quelques normes à connaître, hein, forcément, comme toute activité. Il y a quelques petites connaissances de base et théoriques à avoir. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que chaque indicateur va donner une information, mais elle ne peut pas vraiment être isolée, hein, cette information. Il faudra toujours la mettre en relation avec déjà d'autres critères, parce que pour X ou Y raison, on peut avoir des datas qui peuvent être plus ou moins élevées. On peut avoir par exemple le ratio PER qui est très élevé, mais un ratio par exemple EV/EBITDA qui est un autre ratio de valorisation qui est plutôt faible. Et donc, en fait, si on prend les 2 indicateurs dissociés, on va se dire, bah, d'un côté, on a l'impression d'avoir une entreprise chère et de l'autre, une entreprise plutôt abordable. Donc, c'est vraiment important de connaître les seuils et de savoir les utiliser, ces ratios. Aujourd'hui, encore une fois, mon but, c'est pas de vous faire un cours sur qu'est-ce que le PER, et cetera. Si ça vous intéresse, il y a plein de contenus à disposition, que ce soit dans les livres, sur internet ou ce que vous voulez. C'est plutôt d'essayer de trouver avec vous comment on peut facilement aller identifier ces entreprises. Et donc, comme je vous le disais, grâce à ce type de screener, déjà, vous avez un onglet valorisation qui va vous permettre d'aller chercher, eh bien, déjà des premiers critères. Alors, si vous ne connaissez pas le screener d'Investing, sachez que toutes les datas où vous n'avez pas ce petit P ici qui indique Investing Pro sont accessibles. Donc, vous pouvez vous amuser autant que vous souhaitez, par exemple, à aller déjà filtrer des entreprises avec le ratio PER, le cours sur la valeur comptable, le ratio PEG au regard. Donc là, le PEG, pour ceux qui ne connaissent pas par rapport au PER, c'est simplement, on va dire, le PER, mais projeté sur les bénéfices attendus. OK, donc on est plutôt à regarder le ratio PEG pour les entreprises de croissance, c'est assez intéressant de ce côté-là. Et bien évidemment, vous pouvez naviguer aussi avec la petite barre latérale qui va vous venir vous rajouter tout un ensemble d'indicateurs supplémentaires. Donc déjà, vous avez cette première possibilité pour trouver des entreprises sous-valorisées, d'aller chercher à différents ratios. Et on peut très bien, par exemple ici, aller chercher déjà, c'est la base, hein, souvent c'est par quoi on débute quand on cherche des entreprises peu valorisées, le ratio PER. Ratio inférieur à 10, ça va nous permettre d'identifier facilement des entreprises qui, a priori, par rapport à leur cours actuel et par rapport aux bénéfices de l'entreprise, eh bien, on va être sur des entreprises peu chères. Alors, vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'avoir déjà des scores préétablis. Si vous avez la partie pro, vous allez pouvoir, comme c'est mon cas, aller indiquer, eh bien, tout simplement des montants. Et généralement, ce qui revient communément, eh bien, on aime bien effectivement que le PER, si on s'intéresse à la valorisation, soit inférieur et non pas supérieur, supérieur ou égal à, hop là, j'ai cliqué, pardonnez-moi, à 15. Pourquoi? Parce que bah, c'est un petit peu la norme. Bien évidemment, ce qu'il faudra regarder ici, c'est toujours, et peu importe l'indicateur, hein, qu'on soit dans de la valorisation, de la croissance, que vous voulez, toujours le comparer, bien entendu, à son secteur et aux concurrents. Et il y a un point qui est important dans la valorisation et où je vois beaucoup d'erreurs, c'est, tout simplement dans le fait de ne regarder que la valorisation. En fait, il y a des entreprises qui sont pas chères et il y en a même beaucoup des entreprises qui sont pas chères par rapport à leurs bénéfices, par rapport à ce que vous voulez. Mais la problématique, c'est que si on regarde uniquement la valorisation, eh bien, on va se retrouver avec
quelques dossiers effectivement un peu sous-cotés, oubliés, mais on va se retrouver aussi avec tout ce que j'appelle pour ma part les dossiers un peu poubelles. Les entreprises pas rentables, les entreprises qui s'endettent et qui n'arrivent pas à rattraper, en tout cas, à se financer proprement leurs dettes et qui peut-être même creusent dans leur trésorerie pour financer cette dette, encore pire, qui pourrait financer les dividendes, etc. Et donc, va falloir évidemment, avec la valorisation, et c'est souvent le piège, bah, aller chercher d'autres indicateurs. D'autres indicateurs, encore une fois, simples, l'objectif n'étant pas d'être un expert de la finance, hein, je le rappelle, mais d'avoir des outils qui vont nous permettre, eh bien, de facilement gagner du temps de ce point de vue-là. Donc, évidemment, on va filtrer avec la valorisation, par exemple, avec un ratio de PER inférieur à 15, mais on peut très bien se dire, bah, je veux également des entreprises. On peut aller, par exemple, dans la finance, on peut aller dans ce que vous voulez, d'aller dans la croissance, parce qu'on peut chercher des entreprises pas chères, mais qui continuent à faire de la croissance. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut très bien aller chercher, par exemple, la croissance sur les 5 dernières années du chiffre d'affaires, et on cherche à minima des entreprises qui font, en annualisé, hein, je mets au pif, peu importe, 5, ça ne changera pas grand-chose. OK? Et donc à partir de là, plus on va rajouter d'indicateurs à côté de nos indicateurs de valorisation, plus on va avoir la possibilité finalement, eh bien, de trouver des entreprises de qualité. Ça va dépendre de plusieurs choses, les indicateurs à mettre, ça va dépendre de votre profil d'investissement, parce qu'évidemment, certains qui préfèrent, des entreprises qui font de la croissance, vont plutôt aller chercher, comme je viens de le faire, des indicateurs autour justement de l'évolution du chiffre d'affaires, autour de l'évolution du bénéfice. Il y en a certains, ça va être maximiser la rentabilité. Donc dans ce cas-là, on va tout simplement, je crois que c'est sur efficience qu'on va sur, voilà, sur effectivement sur investing. Donc ici, vous allez pouvoir aller chercher, par exemple, le rendement des actifs. On aime bien dire que les entreprises qui sont bien rentables, sur ce critère-là sont au-dessus de 7. C'est généralement ce qu'on a tendance à dire, tous secteurs confondus. Bien évidemment, il y a des secteurs où ça sera un peu moins, d'autres beaucoup plus. On peut avoir évidemment le rendement, des capitaux propres ordinaires, ce fameux ROE, Return on Equity, où on va pouvoir aller chercher, par exemple, plus de 12-15, ça commence à être pas mal. Vous allez avoir des entreprises qui explosent, bien évidemment, en fonction de leur secteur d'activité, ces critères, mais tout ça va dépendre de ce que vous cherchez. Et puis pour d'autres, ce qu'on va chercher, c'est des entreprises pas trop chères par rapport à leurs fondamentaux, mais peut-être qui versent d'excellents dividendes, hein. Souvent, ces stratégies qu'on a tendance à qualifier assez facilement de bons pères de famille, où là, l'objectif, bah, c'est de payer des entreprises pas trop chères, mais qui versent des bons dividendes, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle pour moi par dividende? Bah, vous allez pouvoir aller chercher, par exemple, bah, déjà le rendement, hein, c'est-à-dire au prix de l'action à laquelle je la paye, bah, quel est le rendement qu'elle me donne? Très simple, je paye une action 100 €, elle me donne 5 € de dividende, mon rendement, il est de 5. Peu importe l'évolution du cours de l'action, tant que l'action en elle-même me donne 5 € de dividende, moi je l'ai payé 100, qu'elle cote 105 ou qu'elle cote 90 après, j'ai toujours un rendement au moment où je l'ai acheté, en tout cas de 105. Après, il y a la plus-value latente, plus-value en cours, mais ça, c'est évidemment autre chose. Après, il y a la possibilité pour les dividendes d'aller vous rajouter d'autres critères, comme par exemple, ben, espérer acheter des entreprises qui sont peut-être sous-valorisées, mais qui en plus de ça ont un dividende qui augmente dans le temps, parce que pour reprendre notre exemple où j'achète une action à 100 € qui me verse un dividende donc de 5 €, et si l'année d'après, elle décide, l'entreprise, d'augmenter ce dividende et de le passer, disons, à 6 €, bah, c'est intéressant parce que, entre guillemets, «j'ai rien fait» et je perçois une augmentation finalement de mon rendement. Et là, ça peut être intéressant de rajouter ce critère de croissance des dividendes, et plus on a des séries de croissance sur les sociétés, bah, plus c'est intéressant. On va prendre un exemple pour imager un petit peu la chose. Je vais prendre Publicis ici, qu'on va pouvoir retrouver, et si donc là, vous allez découvrir la fiche société, hein, si vous ne la connaissez pas, je vous laisserai, en profiter bien évidemment directement sur le site, d'Investing. Et ce qui est intéressant avec, cette data, c'est que si vous souhaitez aller chercher, alors moi, c'est vrai que les dividendes, j'ai pas trop tendance à aller le chercher ici. J'ai personnalisé, puisque sachez que vous pouvez personnaliser tous les écrans que vous avez. Donc ici, je me suis amusé à moi-même, personnaliser, par rapport aux indicateurs qui m'intéressent. Par exemple, vous voyez que cette entreprise, on a un dividende actuellement de 4,3. Alors l'idée est pas de dire est-ce que c'est bien ou pas bien, chacun aura ses critères. Pour certains, ça sera bien, pour d'autres, ça sert à rien, pour d'autres, c'est, insuffisant. Donc je vais pas faire de débat là-dessus. On voit par contre que c'est une entreprise qui a versé pendant 35 années consécutives un dividende. Donc typiquement, notre entreprise qui répondrait à des critères de valorisation faibles, et pour lequel je trouve que c'est une bonne entreprise effectivement, Publicis, sur le coup, pour le coup, parce que ceux qui me suivent sur YouTube, j'en ai parlé récemment, eh bien, offre effectivement, par rapport à des critères de dividendes, une valorisation qui semble effectivement acceptable
Pour ceux qui sont amateurs également d'EV/EBITDA, vous voyez que c'est relativement faible, 8,5. L'EV/EBITDA, pour faire simple et toucher 2 mots quand même dessus, ça va permettre en fait d'avoir, une data sur la valorisation en neutralisant la dette. Autrement dit, ça va permettre à une entreprise, ou plutôt nous investisseurs, de voir, en mettant de côté la dette, donc surtout de pouvoir comparer des entreprises aussi qui sont endettées, bah, quelle est vraiment comment dire? La production, enfin le 1 € de son activité, de ses services, de ses produits vendus, parce qu'on ici, on est sur les bénéfices avant les intérêts, les taxes, les dépréciations, les amortissements, et bien combien elle génère? Combien on paye finalement cette valorisation par rapport à ce qu'elle produit? Donc c'est très intéressant. Généralement, pour vous donner un ordre d'idée, on aime bien regarder un peu en dessous de 12. On considérera que c'est pas trop cher. Encore une fois, tout secteur 10-12, tout secteur, dépendant, et au-dessus, ça peut commencer à être un petit peu cher. Donc voilà, on a plein de choses. On a également levé bien évidemment sur le free cash flow, donc combien on paye 1 €, donc il y a des entreprises françaises, mais combien on paye 1 € de cash disponible après investissement. C'est intéressant d'avoir la data. Voilà, donc on a tout plein d'éléments comme ça qui peuvent nous aider. Ça, c'est plutôt la version pour ceux qui aiment mettre le nez dans de la data, pour ceux qui ont envie vraiment de pousser la chose et qui sont intéressés pour, avoir, des chiffres. Donc encore une fois, il y a plein de connaissances à avoir, c'est intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Investing, et c'est des, outils que je recommande bien évidemment à mon audience qui est plutôt débutante, majoritairement, ou en tout cas qui a envie de se lancer dans l'investissement, mais sans devenir encore une fois, un analyste financier expert, et c'est d'utiliser des outils qui simplifient la vie. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment avec Investing Pro on peut, faire ça. Il y a plein d'outils hyper intéressants qui vont nous faciliter le travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien connaître, hein, parce que bien évidemment, si on connaît rien, on ne sait pas ce qu'on fait, on investit mal et ça va pas nous aider. Mais vous allez voir qu'on a pas mal d'outils hyper intéressants grâce à Investing Pro qui vont nous permettre, d'éviter de savoir justement c'est quoi les seuils. Si ça vous intéresse, poussez bien évidemment la connaissance, ça ne vous permettra que de mieux investir, mais on a plein d'autres outils qui vont nous, mâcher le travail. Le premier que j'aime énormément, juste attends que la page charge, je reprends mon exemple de Publicis, on pourrait en avoir d'autres, c'est le potentiel de juste valeur. Ça, c'est vraiment un outil que j'utilise énormément de mon côté. Pourquoi? Parce que le potentiel de juste valeur, c'est un système qui repose justement sur la valorisation, OK? Et des modèles de valorisation, j'en ai cité 2-3, le PER, le VEBITDA, le V-Free Cash Flow. On pourrait parler de EV sur chiffre d'affaires, on pourrait parler de méthode de discounted cash flow. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais finalement, il y en a plein. Et la question qu'on peut se poser qui est assez légitime, c'est: «OK, mais laquelle est la plus pertinente?» En réalité, pour moi, il y en a pas. Il y a pas une méthode qui est la plus pertinente. C'est simplement que certains indicateurs vont nous communiquer plus ou moins d'informations sur certains critères, un peu plus sur la qualité de l'activité de l'entreprise, d'autres sur son bénéfice global. Donc, on va prendre à la fois l'activité de l'entreprise, mais aussi les éléments exceptionnels, etc. Il va y avoir plein de choses. L'avantage de cette approche de juste valeur, c'est que ça va aller calculer sur un ensemble de systèmes de valorisation quand c'est possible de les prendre en compte, eh bien, une moyenne de l'ensemble de ces objectifs visés. Donc, vous voyez, si par exemple on prend les multiples de PE, bah, l'objectif, ça serait 82,27. L'entreprise, si on ne s'en suit en tout cas uniquement à ce modèle, devrait être valorisée à 82,27. Mais si on prend les multiples de V sur revenu, elle devrait être à 74,01. Donc en fait, on va prendre tous les critères disponibles, toutes les méthodes et les approches. Et si par exemple le discounted cash flow n'est pas une méthode qui m'intéresse, je peux bien évidemment les décocher et à partir de là, j'ai le potentiel qui s'adapte. Vous voyez ici, on a une moyenne à 90, 65. Si je rajoute nos outils de discounted cash flow, vous allez voir que ça bouge. On est à 96 pardon, virgule 87. Et donc ça, c'est un premier indicateur qui va nous montrer déjà sur tous les modèles de valorisation, ce qui nous évite finalement d'être experts, bah, de savoir si on a un potentiel aussi. Et ça, c'est hyper intéressant. En plus de ça, on a aussi l'avis des analystes. C'est quelque chose que je mets dans un second temps pour ma part. Après, libre à chacun, bien évidemment, d'avoir, son regard là-dessus. À 111,58 dans notre exemple ici, donc on a 12 analystes. Je vous invite à regarder les avis des analystes à partir du moment où vous en avez à minima, encore une fois, il y a pas de règle, mais 7 ou 8 afin que la moyenne ait un intérêt. Si vous en avez 2, qu'il y en a un qui dit que c'est à 50, l'autre à 100, bah, vous allez vous retrouver avec une moyenne à 75, c'est pas très représentatif. 12 analystes, ça commence à être pas mal. On voit ici la fourchette, donc ça nous permet effectivement de voir que le potentiel de juste valeur est de 96. Les analystes l'attendent un petit peu plus haut et finalement, ça nous montre déjà un premier outil, en tout cas pour voir, une entreprise se valoriser. Est-ce que certains d'entre vous connaissaient cet outil ou vous le découvrez complètement?
Est-ce que certains d'entre vous l'utilisent ou pas? C'est assez intéressant de savoir un petit peu, comment vous faites. Est-ce qu'il y en a qui utilisent uniquement les ratios? N'hésitez pas à me partager, hein, c'est hyper intéressant de savoir, comment vous investissez. Donc pour Loïc, c'est oui. OK, intéressant. Est-ce que tu mets des critères peut-être, minimum, dans tes recherches, dans tes filtres? Je sais pas, est-ce que tu cherches des entreprises minimum de 25? OK, François il l'utilise, Abbé il l'utilise. OK, super. Bah, honnêtement, c'est un gain de temps énorme parce que ce qu'il faut bien se dire ici, c'est pas une vérité en soi, mais il y a fort à parier que de toute façon, à partir du moment où on a 10 de potentiel haussier, toutes les entreprises, ne sont pas forcément excellentes, mais elles sont en tout cas a priori sous-valorisées. Après la question, c'est est-ce que c'est des entreprises qui sont justifiées d'être peu valorisées ou pas? Et c'est pourquoi moi, il y a d'autres critères que je vais venir ajouter. C'est tout simplement, eh bien, ici, la santé financière. C'est des outils que j'affectionne énormément de la part, de Investing Pro et c'est encore une fois génial quand on n'a pas trop envie de mettre le nez, dans les comptes, les bilans comptables et cetera. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir 5 grandes catégories d'indicateurs: momentum du prix, la santé des flux de trésorerie, la santé de la rentabilité, la valeur relative, pardon, et la santé de la croissance. Pour chacun de ces indicateurs, c'est un regroupement de 20 indicateurs dans lequel on fait également une moyenne. Je m'explique, si on clique dessus, vous voyez ici, je vais aller sur la santé de la rentabilité, je vais retrouver 20 indicateurs liés à la rentabilité sur lequel l'entreprise en question, on va aller comparer son résultat sur chacun de ces indicateurs par rapport à ses concurrents et son secteur. Ça va nous donner un classement et par rapport à ce classement, on va lui donner une note. À chaque fois, chaque critère est noté sur 5. Ça nous permet d'avoir une moyenne. On va faire ça sur les 20 indicateurs des 5 catégories et à la fin, ça nous donne une note. Donc moi, ce que j'adore faire, vous allez vite pouvoir revenir sur, mon outil et ce que je peux vous inviter à faire, qui marche très bien pour détecter des entreprises, enfin, c'est-à-dire à affiner la qualité de notre entreprise. Je vais tout réinitialiser ici. C'est que par exemple, plutôt que de m'amuser, même si moi je le fais parce que j'aime bien mettre le nez un peu dans les bilans et autres, et ça c'est ma petite passion personnelle, tout le monde n'a pas la même et je comprends tout à fait. C'est tout simplement d'aller chercher ici, grâce au potentiel de juste valeur, on peut personnaliser et par exemple dire: «Allez, je veux au moins 10 de potentiel». On pourrait évidemment mettre plus, hein, libre à chacun de faire comme il veut et aller rajouter, pourquoi c'est normal et je vais aller rajouter, dans justement, le score de santé globale à une note minimum de 3 pour m'assurer d'avoir à minima une action qui a des bons fondamentaux de manière globale. Bien évidemment, je peux mettre au-dessus et je peux très bien dire: «Ben, je veux une santé globale de 3, mais moi surtout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une entreprise» et puis, ça tombe plutôt bien puisqu'actuellement on est en plein dedans en France avec les problèmes de dette, alors de l'État certes, pas des entreprises, mais enfin par effet domino ça pourrait jouer. On pourrait se dire: «Bah, OK, je veux une note qui a minimum une note de 3, ce qui me permet d'avoir une note une action correcte parmi la sélection des entreprises avec un potentiel de plus de 10 et je veux surtout quelle est une note, par exemple, de santé financière, minimum de 3,5». Je dis vraiment n'importe quoi. Alors est-ce que je peux mettre des virgules? Je pense que oui, 3,5, ça va marcher? OK et à partir de là, je ne sais pas si ça appliquer le filtre, je pense que si. Dans les entreprises françaises, voilà, j'ai une sélection de 13 entreprises qui correspondent à ces critères et ça me permet donc si, bah, voilà, ce sont mes critères, de pouvoir facilement trouver ces entreprises. Bien évidemment, vous l'avez compris, le travail ne s'arrête pas là. L'idée c'est alors c'est mes conseils que je peux vous donner, vous faites ce que vous voulez, mais c'est d'avoir une présélection et après à vous d'enquêter, de faire vos recherches sur chacune de ces entreprises. Quelle est son activité? Pourquoi ça peut être intéressant? Est-ce que le business est pertinent? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que vous comprenez ce qu'elle fait? Qui sont ses clients? Qui sont les actionnaires? Là, on va sortir bien évidemment du cadre financier. Mais l'avantage, c'est qu'on a au moins scruté, ou en tout cas identifié, filtré un certain nombre d'actions qui vont correspondre à nos critères, en tout cas fondamentaux. J'ai envie de dire fondamentaux, financiers. Après, il y a toute la partie qualitative qui là est propre encore une fois à chacun à faire. Mais plutôt que de commencer à regarder toutes les entreprises du CAC 40, ça se trouve, il y en a aucune qui correspond à vos comment dire? À vos critères. Ou en tout cas, vous allez toutes les trouver intéressantes en termes de business, mais vous allez apercevoir qu'elles sont toutes trop chères. Exemple, hein, bien évidemment. Bah, au moins là, vous êtes sûr que vous êtes sur des entreprises qui, selon la valorisation, je reviens là-dessus, hein, j'insiste, selon la valorisation, eh bien, sont hyper abordables. Alors, pour une même action, la juste valeur,
quasiment change tous les jours. Cela voudrait donc dire qu'elle est calculée en fonction des conditions du marché jour après jour. Absolument, Pat. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Bah, ne serait-ce que, par exemple, le PER, qui est inclus dans les modèles de valorisation, donc de la juste valeur, il évolue chaque jour, puisqu'en fonction du cours, le PER est basé sur le cours de l'action, celui-ci évolue donc l'action, qui je te dis n'importe quoi, un PER de 10, si elle monte, son cours, monte, le lendemain, bah, forcément le PER augmente également. De facto, la juste valeur augmente également. Alors on me dit, incertitude passe et la confiance. Alors je pense qu'on parlait de d'un indicateur. Alors, au niveau ici de la juste valeur, l'incertitude basse, personnellement, c'est pas forcément quelque chose que je regarde particulièrement. J'ai pas trop d'infos là-dessus. Ce qui est intéressant, pour moi, l'incertitude, je sais pas vraiment à quoi elle correspond ici. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on regarde la juste valeur et la cible des analystes et pour que ça soit pertinent, il faut que le modèle de moyenne ait pu obtenir à peu près une dizaine d'indicateurs. Vous verrez que parfois il y a des actions, parce qu'elles sont pas, bénéficiaires ou autres, parce que tout simplement, on peut pas calculer, par exemple, un multiple de PE si l'entreprise est pas bénéficiaire, ça n'a pas de sens. Donc on va pas prendre ce critère. On va se retrouver peut-être avec 5 ou 6 critères. Ah, encore une fois, c'est, pas génial finalement de regarder s'il y a que 5 ou 6 modèles. Même chose du côté des analystes. Si vous avez 3-4 analystes uniquement qui se sont prononcés, ils peuvent avoir raison ou tort, là n'est pas le sujet, mais disons que ça nous donne pas une probablement une bonne qualité d'information. Tu peux revenir sur un certificat de base, bah, honnêtement, moi, c'est pas un détail sur lequel je regarde. Faudrait effectivement, voir avec mon AJ ou en tout cas poser la question. Je pourrais me renseigner là-dessus. Et je pense que tu vois, en basant sur le nombre des analystes et le nombre de modèles d'investissement, bah, plus tu en as, forcément, plus la moyenne va être pertinente. Donc ça, c'est, un premier outil, qui est assez intéressant. On en a même vu, plutôt 2, hein, donc avec, à la fois le juste valeur et comme je vous disais, donc les critères de la santé financière qui sont extrêmement intéressants. Je vous invite bien évidemment à travailler là-dessus. Alors moi, c'est mes critères, hein, mais c'est vrai que je regarde toujours, du côté des entreprises sous-valorisées, la rentabilité surtout, la croissance et les flux de trésorerie. Pourquoi je regarde pas trop et je me filtre pas trop avec le momentum et la valeur relative? La valeur relative, elle peut être bonne généralement, hein, si on est effectivement sur des entreprises sous-valorisées, il y a fort à parier qu'on ait des bons scores de valeur relative et à l'inverse, le momentum risque d'être plutôt pas bon. Parce que souvent, bah, les entreprises sous-valorisées, c'est pas toujours le cas, sauf pour celles, par exemple, qui, latéralisent depuis, 6 mois, 1 an, où là, le score de momentum va être à peu près OK. Mais les entreprises qui décrochent très fortement, je pense à un Kering, je pense à, plus dernièrement, on a eu quoi? On a eu UNH, Ipsos, des choses comme ça, qui ont fortement baissé. Après, à vous de voir si le business, selon vous, est bon ou pas, mais forcément, on va être dans un des momentum qui sont pas bons. Mais c'est aussi parce que les momentum sont pas bons qu'on va revenir sur des indicateurs comment dire? Des ratios de valorisation qui sont pertinents. Donc l'un s'oppose très souvent, pas toujours le cas, mais très souvent avec l'autre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'arrêter. Si vous voulez vous amuser également à comparer facilement, je vous rappelle que vous avez sur chaque fiche société dans Investing, la possibilité de comparer ici quelques ratios de valorisation, bien faits. Alors moi, je regarde surtout, le PER, le ratio PEG et le ratio price to book et ça vous permet de voir par rapport directement à ses concurrents et par rapport au secteur, bah, finalement si on est beaucoup plus cher ou moins cher et c'est là où je vous disais, c'est intéressant de regarder toujours comparé à ses pairs et à son secteur parce que, bah, tout simplement, hein, on peut avoir des entreprises qui sont pas chères, mais si tout le secteur est pas cher, finalement, c'est peut-être pas tant une opportunité de valorisation. Ici, on voit que Publicis est légèrement, entre guillemets, «plus cher» que ses concurrents. On va surtout parler des concurrents ici, les pairs. Peut-être aussi que ça s'explique parce qu'elle fait plus de croissance que ses concurrents et c'est le cas. Donc au final, moi, quand je regarde ça, je suis absolument pas en train de vous dire ce soir qu'il faut acheter du Publicis, loin de là. Mais quand on regarde, on se dit: «Bah, finalement, elle est globalement, hein, dans les mêmes cases au niveau du PER que ses concurrents, avec en plus un PEG qui est positif contrairement à ses, concurrents qui est négatif, un petit peu plus cher en termes de price to book et quand on regarde la croissance, elle est aussi bien meilleure. Donc finalement, bah, c'est pas si grave qu'elle soit un petit peu plus chère que ses concurrents. Ça va dépendre bien évidemment de ce qu'on recherche. Là, vous êtes typiquement dans une entreprise qui fait de la croissance. Alors certes, pas de chiffres, pas loin, mais voilà un petit peu ce qu'on peut effectivement, regarder. OK? Est-ce que c'est une approche qui vous paraît pertinente? Est-ce que c'est des choses, auxquelles vous aviez peut-être déjà songé? Est-ce qu'il y en a qui pratiquent ainsi?
Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui utilisent d'autres façons de faire? C'est hyper intéressant, hein. Si vous avez d'autres approches, moi je suis hyper curieux. De toute façon, il y a pas de mauvaise approche a priori, enfin, peut y en avoir, mais c'est toujours très intéressant de partager les bonnes pratiques. Il y a plein de façons, hein, de regarder la valorisation. Là, je vous donne des approches, faciles et surtout pratiques, très utiles quand on débute. Bien évidemment, après, libre à vous de pousser ou pas votre connaissance et votre curiosité pour aller creuser un peu plus dans le détail parce que, typiquement, les indicateurs ici, ils sont géniaux. Moi, j'adore ça, ça me permet de gagner du temps. Mais il y a par exemple, on va prendre la santé de la croissance, peut-être des choses qui m'intéressent pas du tout. Je ne saurais pas quoi vous dire. Le score tendance dette totale, potentiellement, c'est quelque chose qui va pas m'intéresser. Donc ça peut faire baisser ou augmenter la note de me dire si c'est bon ou pas. Pardonnez-moi, je lisais le chat en même temps. Je vais donc regarder cet indicateur et je vais me dire: «Ouais, beh, celui-ci m'intéresse pas, donc ça me baisse ma note de ma santé de croissance». Voilà. Donc ça permet de faciliter le travail, bien évidemment. Ça fait pas de nous des experts, c'est des outils qui sont là pour nous faire gagner énormément de temps. Je vais vous en présenter d'autres, par la suite. Alors évidemment, hein, il y a le compte de résultats, donc ça, c'est déjà pour ceux qui ont envie de mettre, le nez, heu, le nez dedans. On va retrouver ici, donc pour toutes les entreprises. Alors en fonction de l'abonnement que vous allez avoir plus ou moins de data. Effectivement, vous retrouvez donc comment dire? Les évolutions de chiffre d'affaires, les évolutions de revenus, de bénéfices bruts, les différents ratios, l'EBITDA et cetera, marge sur EBITDA, tout ça, vous avez ça bien évidemment, ici. Alors l'analyse technique, OK, très bien. Bon, c'est pas forcément ce qui va nous montrer que c'est sous-valorisé. Alors ça peut nous montrer des opportunités, hein, mais c'est pas forcément en termes de valorisation. En tout cas, l'analyse technique va pas trop nous donner d'infos là-dessus, à mon sens. Oui, la juste valeur est mon outil de décision principal pour Marc. OK, excellent. Comparaison des moyennes mobiles. OK. Là, on est plus effectivement encore une fois sur la technique. Ça correspond à la confiance sur la juste valeur. Si basse, c'est que la valeur est bonne. OK, bah, merci Hamza pour ta précision. Comme ça, voilà, on a, heu, on a effectivement, le détail. Donc je reviens, c'était pour ici. On a une basse incertitude, ce qui voudrait dire, hein, Hamza, si tu me confirmes, qu'effectivement, c'est plutôt une bonne chose, hein, parce qu'on a peu d'incertitudes. Ce qui rejoint encore une fois ce qu'on disait, puisqu'on a 12 analystes et 15 modèles de valorisation. J'ai envie de dire, il n'y a pas forcément besoin de regarder ça, ça va juste vous faciliter encore un peu plus le travail. OK? Donc ça, c'était, pour l'approche, j'ai envie de dire, on manipule un petit peu. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez Propix AI. Est-ce que certains d'entre vous ici ne connaissent pas que je présente en 1 minute? Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas du tout ou il y en a qui ça vous dit rien? Attendez, j'ai perdu le chat. Voilà, il est là. Je ne connais pas. OK, je vous en touche 2 mots. Juste pour répondre à Hamza, comment le PEG peut être négatif? Le PEG, il peut être négatif parce que, tout simplement, si tu as une entreprise qui n'annonce pas, par exemple, de la croissance, attendue, à chaque fois je perds la page. La croissance attendue, si elle est attendue à la baisse, bah, le PEG devient négatif puisqu'on se projette sur les bénéfices futurs, sur la croissance future. OK, je présente rapidement. Là, je parle de PropixAI, mais on parlera de Warren IA un petit peu plus loin. PropixAI, c'est un modèle d'intelligence artificielle, enfin qui repose sur l'intelligence artificielle qui a été développé par Investing. Pour rien vous cacher, j'étais ultra dubitatif, autour de cet outil. Gilles ne m'en voudra pas de le dire, parce que, je me méfie toujours un petit peu et ça fait, 1 an maintenant que j'utilise, enfin en tout cas je regarde de très, très près, cette approche et alors, est-ce que c'est pour m'auto-convaincre? Je ne sais pas et si c'est un biais, mais il y a beaucoup d'entreprises que je cherche, notamment dans la sous-valorisation par mon propre biais, que je retrouve dans les stratégies et donc finalement, j'ai envie de me dire: «Bon, bah, ça a l'air en tout cas, de marcher dans le bon sens» et honnêtement, c'est des stratégies qui cartonnent et j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui m'en ont dit, que du bien et je confirme que c'est excellent. En fait, l'idée de Propix AI, ou IA plus exactement, non, Propix AI, je confonds toujours les 2, peu importe, c'est de vous proposer des stratégies, en fait, de battre des stratégies plus exactement avec, certains critères. Par exemple, je prends la top action française.
L'idée ici, ça va être tout simplement, on vous explique un petit peu ce qu'il en est de la stratégie quand vous allez sur à propos. C'est que la stratégie Propix CAC 40 identifie les actions françaises les plus performantes grâce à un filtrage hyper robuste. Donc il y a des critères de sélection et à partir de là, ça va nous permettre, eh bien, d'identifier ces opportunités qui pourraient, en tout cas, battre le CAC 40 au regard de stratégies qui ont été backtestées, donc de critères sélectionnés. Donc si on regarde un petit peu, par exemple, cette stratégie, vous avez ici alors, il faut savoir que toutes les stratégies, ont été backtestées ou en tout cas, 95 d'entre elles jusqu'en 2022, si je ne dis pas de bêtises, ou 2023 et depuis 2023, c'est du réel. Donc ils ont projeté tout simplement la sélection sur du backtest et depuis 2023, c'est des performances réelles. Donc pour tous ceux qui disent: «Oui, ça peut être pipé», OK, il y a pas de souci, je suis prêt à l'entendre. Ça ne l'est pas, mais OK, il y a toujours des contrariens. Regardons un petit peu les performances, par exemple, de cette stratégie, hein, il y en a d'autres. Si on regarde ici, vous avez le détail. Cette stratégie, si on suivait toutes les recommandations qui ont été faites par la stratégie, ben, on avait plus de 27 du CAC 20, donc cette stratégie, par rapport à 16 sur l'année 2023. 2024, c'était pas exceptionnel, mais quand le CAC 40 a été négatif, bah, elle a réussi à être positif. Et pour le moment, oui, elle est aussi gagnante sur cette année. Alors, comment ça se décompose? Ben, en fait, chaque mois, vous voyez, hein, chaque début de mois, chaque premier de mois, bah, vous voyez cette stratégie, voilà, là, ils vous mettent vraiment l'historique, complet. Vous pouvez revenir bien évidemment sur les achats ou et enfin sur les autres périodes, pardonnez-moi. Mais par exemple, si on se met sur le 1er septembre, eh bien, quand vous vous connectez le 1er septembre, donc il y aura la même chose au 1er octobre, vous avez toutes les entreprises que, l'IA a décidé d'ajouter. Donc ici, dans cette stratégie, on a celle-ci et vous avez également les actions qu'elle retire et vous avez la performance aussi qui a été faite. C'est ça qui est hyper intéressant. Il y a rien qui est caché. De toute façon, c'est très simple à voir puisque, par exemple, si je revais, vous allez voir sur une autre date, on va se mettre par exemple en juillet. Tac, tac, tac. Vous avez ici, bah, à quel cours elles ont été ajoutées et donc si on les sort, bah, c'est très simple finalement de les voir, d'aller comparer et d'aller rechercher. Donc il y a pas, possibilité de truquer ou quoi que ce soit. Comme les contrariens pourraient dire, par exemple, Coface avait été acheté en juillet, 2025 à 16,20 €. On le retrouve ici et la performance a été négative. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va avoir aussi une explication et ça me fait aussi gagner du temps. Donc il y a différentes stratégies et typiquement, si je veux battre le CAC 40, bah, ça va me faire gagner du temps parce que l'IA va identifier ces actions comme potentiellement intéressantes et moi, j'ai juste à développer ici, voire plus, pour chaque action, les différents critères qui font que la stratégie a ajouté cette action. Alors là, l'idée, c'est pas tant de se dire: «Bah, j'achète bêtement toutes les actions», quoique chacun fait ce qu'il veut, mais c'est peut-être d'aller voir dans ces actions qui sont proposées si ça correspond à nos critères. Est-ce que c'est une action qui a été plutôt achetée pour la croissance? Est-ce que c'est une action qui a été plutôt achetée pour le momentum? Est-ce que c'est une action qui est achetée parce que justement elle est sous-valorisée et cetera? Et typiquement Kering, eh bien on a, tout simplement l'explication ici. Notre modèle d'apprentissage automatique a identifié Kering comme une opportunité convaincante en raison de sa performance exceptionnelle sur le marché, de son potentiel de redressement et de sa valorisation attractive par rapport à ses perspectives futures. Donc là, on voit bien qu'a priori, on joue pas sur la croissance. Ça, je pense que n'importe qui suit un peu la bourse, on est tous OK là-dessus. Actuellement, on vise pas une grosse croissance et on vise peut-être un rattrapage effectivement de la valorisation. Ici, on est dans des approches relativement dynamiques. On n'est pas sur du trading à passer des ordres tous les jours ou toutes les heures. Vous l'avez compris, la stratégie est actualisée à chaque début de mois. C'est une fois par mois. En revanche, on ne va pas acheter ou retirer, enfin acheter notamment les actions systématiquement pour les garder pendant, 10-15 ans, hein. Il faut bien comprendre ça. C'est toujours pour des raisons où l'IA va estimer qu'il y a des opportunités ou des risques. En prenant l'ensemble des indicateurs, il va pondérer, sur certains critères en fonction des stratégies. Qu'ici, vous avez notamment ce modèle et elle va vous mettre pas mal d'explications en plus et on peut très bien prendre, bah, tiens, pourquoi à la sortie de Crédit Agricole du portefeuille, bah, il a été retiré du modèle, qui a trouvé des alternatives relativement plus solides malgré des fondamentaux robustes. Donc on est bien en train de nous dire qu'ici, il faut retirer l'action non pas parce qu'elle est mauvaise et qu'elle ne vaut plus rien, mais simplement parce que, eh bien, il y a la possibilité peut-être de trouver mieux. OK? La performance récente du marché, patati patata, je vais pas vous faire la lecture de chaque et pour revenir, ça c'était plutôt pour la présentation de Complexai. Ce qui est hyper intéressant, c'est que si vous avez la Pro Plus, vous avez des stratégies meilleure action de valeur. Donc pour en revenir à notre valorisation, là par exemple, pour ceux qui s'intéressent au marché américain, la stratégie valeur aux États-Unis s'appuie sur l'IA pour mettre en évidence les actions américaines sous-évaluées, en ciblant plus particulièrement celles qui se négocient, pardon, en dessous d'un ratio de 15
et qui sont promises à une croissance potentielle. Donc si ça, c'est des critères qui vous intéressent, bah, ça peut être hyper pertinent. OK? Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec, aussi ProPixAI et donc de la même manière, vous allez retrouver la sélection, ici, les entreprises qui sont retirées et si on compare par exemple cette stratégie à son indice de référence, donc qui est comparé au S&P 500, Pure Value, bah, on voit que c'est une stratégie qui a, sur 12 ans fait une performance de plus 1210. Forcément, la S&P a aussi bien progressé et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dégage plus de 2,5 de performance et qui surpasse par ailleurs très largement le S&P 500. OK? Donc tout ça, ça en fait bien évidemment des choses, ultra pertinentes à mon sens. Ça vous paraît clair ProPixAI pour trouver des belles opportunités? D'ailleurs, vous pouvez vous amuser, hein, ici à filtrer. Alors d'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas si ça a été encore ajouté. Non, je pense que ça va arriver très prochainement. Il y a plusieurs régions, comme vous pouvez le voir actuellement et je crois qu'il y a 6 stratégies sur la Pro, il y en a 36 sur la Pro Plus. On va monter avec 6 stratégies supplémentaires pour la Pro Plus, donc ce qui devrait faire 42 si je ne dis pas de bêtises. Bon, Gilles me reprendra si jamais je fais une erreur, mais je ne crois pas et on va avoir aussi des nouvelles thématiques. Donc ça va être très intéressant et on a des nouvelles régions qui arrivent et vous voyez, vous pouvez investir dans peut-être pour nous Européens, ce qui est un peu plus commun comme, enfin je parle de mon cas en tout cas, Allemagne, France ou États-Unis, ce dont on parle beaucoup, avec bien évidemment les autres régions, mais aussi peut-être des actions un peu plus, exotiques en termes de bourse comme, le Mexique, la Turquie. Parce que j'ai jamais investi dans ces pays-là et ça peut être intéressant si on souhaite, pour X ou Y raison, commencer à regarder de ce côté-là, à s'appuyer évidemment sur, ces stratégies, propices. OK? Et donc après, bah, chercher en fonction de la valorisation. All good? Je prends une petite gorgée. S'il y a des questions, profitez-en, tant que je prenne une petite gorgée et j'y réponds avec plaisir. Principalement sur la valorisation, hein, vous l'avez compris. Pas de questions, on continue? Alors je rappelle, hein, je ne sais pas si tout le monde le sait, je ne peux lire que le chat, de YouTube, hein. Donc si vous m'interpellez sur d'autres réseaux sociaux, malheureusement, je ne peux vous lire. Bon, allez, eh bien je continue. Alors, il y a, une dernière approche, si je ne m'abuse, que je ne vous ai pas encore présentée et qui est un petit peu, la révolution, hein, de cette année, 2025 sur Investing Pro, c'est évidemment, Warren AI. Warren AI, ça peut parler bien évidemment de la valorisation, pas que, ça peut faire plein de choses. Nous, on va s'intéresser dans le cadre de la valorisation et ça s'utilise comme un chat GPT. Pourquoi c'est intéressant par rapport à ChatGPT? J'ai fait une vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse d'aller voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre, hein, sur ma chaîne YouTube. Alors généralement, le son y est bon, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça passe pas très bien, mais enfin, c'est pas très bien grave. Le J'ai fait une vidéo où effectivement j'ai comparé, 20 analyses, sur plein de sujets différents, faites par Warren AI et faites par ChatGPT. Vous allez voir que la qualité de l'information est bien différente. Warren AI, c'est pertinent parce que ça s'appuie sur la base de données en temps réel de Investing Pro, là où, ChatGPT va, très souvent répondre déjà un peu à côté, ne pas forcément dire les erreurs comme à son habitude. Alors ChatGPT est très bien pour plein de choses, hein, mais va également s'arrêter, au moment où il y a eu la dernière sauvegarde. Vous savez que ChatGPT n'est pas vraiment en temps réel et donc, conséquence de quoi, c'est assez compliqué, pour lui d'aller chercher la data en temps réel. Ça, c'est génial avec Warren AI parce qu'on a vraiment les datas au jour le jour. Ma chaîne, c'est Riquet Bourse et Investissement. Vous l'avez d'ailleurs dans comment vous dire, la description YouTube. Gilles me l'a gentiment mise. Donc vous pouvez m'y retrouver, vous retrouver sur les différents réseaux et cetera. Je parle de plein de sujets, pas que de valorisation. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Il y a des tutos, il y a des analyses, il y a des listes d'actions.
des listes de surveillance que je fais et cetera. Bref, je parle un petit peu de l'actualité, je vous partage ma passion, ni plus ni moins. Tout ça est-il toujours est-il, pardon, pour en revenir, sur Warren AI, on pourrait par exemple tiens, je vous laisse me poser la question. Quelqu'un voudrait peut-être faire une analyse sur, une entreprise spécifique, lui poser une question. Je vous laisse me je vous laisse me dire ce que vous voulez qu'on lui demande. Sur la valorisation, ça peut être sur un autre sujet, mais principalement la valorisation. L'idée est de s'intéresser directement à des entreprises, comme, par exemple, en termes de valorisation, vaut-il mieux acheter telle ou telle entreprise? Peux-tu me comparer, telle et telle entreprise ou quelle est l'entreprise de tel secteur qui est la moins valorisée? L'opportunité la plus intéressante? On peut très bien aussi poser des questions du type, c'est vous qui choisissez, hein, je vous propose des idées. Je suis investisseur dans la valeur, est-ce qu'il est intéressant d'acheter Kering aujourd'hui? Et cetera et cetera. Faut-il acheter Oracle? Ah, excellente question, tiens. Faut-il alors tu me permets, on parle de valorisation. Ah, tu sais quoi? On va faire les 2. Allez, faut-il acheter Oracle? Bon, et on va voir un petit peu ce qu'il nous répond. Alors, bien évidemment, il va jamais nous dire totalement oui. Il va jamais nous dire totalement non non plus, parce qu'il a pas de devoir, bien évidemment, de conseil en investissement. Mais ce qui est intéressant, c'est n'hésitez pas à affiner un petit peu le prompt. Par exemple, faut-il acheter Oracle? C'est pour qui on aurait pu transformer, j'aurais dû le faire d'ailleurs, mais c'est pas très grave, ça nous permet de voir aussi ce qu'il répond. Pour qui Oracle, pour quel type d'investisseur plus exactement Oracle est intéressant et pour qui ne l'est pas? Vous pourrez refaire ce travail, juste après. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Oracle affiche, une hausse spectaculaire de 82,2 sur un an. Effectivement, avec, l'actualité, récente, ça a bien aidé. Avec un nouveau contrat OpenAI de 300 milliards, c'est une data qui date d'il y a même pas une semaine, je pense. Vous voyez, il est capable par rapport, je vous disais tout à l'heure à ChatGPT, de vraiment aller nous chercher de l'info. Et là, vous allez gagner, mais un temps absolument monstre, hein, dans ce cadre-là. On va juste faire lire plus. Alors attendez, attends, hop, j'ai ma page qui s'est figée. Mmh. Attendez, j'ai la page qui s'est figée. Je vais la recharger. Ouais, non, là, il a complètement buggé. Ah non, j'aurais dû faire attendre. Oh, c'est pas bien grave. C'est quoi? On va relancer à côté. OK. On peut tiens, quel potentiel sur Dassault Systèmes? On testera juste après. Excellente deuxième question. Alors, j'ai l'impression que c'est de mon côté que ça plante. OK, ça a l'air d'être revenu. OK, on va recommencer, c'est pas bien grave. Faut-il acheter Oracle? Hop, on va lui laisser bien évidemment le temps de la réflexion. Donc il explore, patati patata. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle, hein, on est effectivement sur quelque chose de pertinent. Donc il nous remet un petit peu dans une autre, plume, mais on est globalement sur les mêmes infos, ce qu'il nous disait juste avant et désormais bien plus vieux qu'un routier des bases de données. Je fais un petit peu des jeux de mots. Ouais, j'ai l'impression que j'ai des lags de mon côté. J'ai bien l'impression que j'ai des lags de mon côté. Attendez. Ouais, ça a l'air de planter chez moi. Il y a peut-être un bug de mon côté, hein, finalement. Pourtant, ça m'avait l'air clair. Alors attendez, hop. Bon, je vais lancer ici. Faut-il acheter Oracle? Donc c'est que c'est vraiment que ça veut pas. Au pire du pire, hein, si jamais vraiment ça bug trop, sachez que ça marche, c'est de mon côté. J'ai fait pas mal de vidéos, hein, sur ma chaîne. J'en ai fait 2 sur Warren AI et régulièrement, je montre aussi ça, bah, lors de live ou autre. Ça a l'air de bugger, je sais pas pourquoi. Ah non, voilà, c'est bon. OK.
Ça aurait été, capricieux. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'il nous parle non seulement donc de l'actualité, des contrats en cours, du PER, tout simplement un petit peu des contrats et de ce que ça a pu, donner en termes de graphiques. Il va nous proposer plein de choses. Donc c'est évidemment ultra pertinent, pour tout investisseur qui se pose des questions un peu basiques et qui a pas, ça plante complètement de mon côté. J'ai l'impression que je peux pas lui en demander trop à mon PC aujourd'hui. J'en suis navré, je vais pas pouvoir vous montrer, dans le détail, mais hésitez pas à taper même sur YouTube, vous verrez, plein d'exemples de Warren Hay. C'est hyper pertinent parce que la data, comme je vous disais, elle est en temps réel et en plus, il va vous sortir des graphiques, des choses et puis vous pouvez lui poser plein de questions, hein, lui faire rebondir. Il vous proposera également ouais, il veut vraiment pas là. Il vous proposera également, d'aller, comment dire? D'aller comparer par rapport à des concurrents ou autres, donc c'est hyper, hyper puissant comme outil. Je vous invite vraiment à l'utiliser et pour ceux qui ont ChatGPT ou autre, hein, Gemini ou quoi, amusez-vous à faire le comparatif, vous posez 2 fois la même question, bah, vous verrez que c'est hyper, hyper puissant évidemment. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, hein, mais il y a actuellement une promo, sur si jamais ça vous intéresse. Ils sont en solde actuellement Investing Pro, il y a un lien en description, avec un code également. Donc si ça vous dit d'en profiter, il y a la réduc actuellement, n'hésitez pas. Ça vous permettra d'utiliser ces outils. Ah ouais, hein, pour, sa plante complète de ce côté-là, je pense que c'est, la connexion qui est pas bonne. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la valorisation? Est-ce que ça vous paraît clair un petit peu ce qu'on a vu ce soir? Bah, tiens, pour répondre à la question de Sébastien, on peut toujours obligé, hein, de faire appel à comment dire? Appel à l'intelligence artificielle. On peut très bien aussi rapidement, tu vois, tu tapes Nexity dans l'outil, tu as la page dividendes et assez rapidement, tu vas pouvoir avoir accès à de la data, sur, Nexity qui est, a priori sans dividende actuellement. Donc tu me demandes si le dividende est bon, mais il y a plus de dividendes a priori, hein. Ils ont suspendu les dividendes. Bon, de toute façon, l'entreprise est un peu en difficulté, notamment en bourse, mais pas que et donc bah, c'est difficile de te dire, si le dividende est bon puisqu'a priori aucun dividende à venir n'a été annoncé pour l'instant. Quel potentiel sur Dassault Systèmes? Tu vois, on peut très bien aller rapidement regarder, toujours en fait, heu, si vous avez des questions entre guillemets «aussi simples», hein, quel est le potentiel, de Dassault Systèmes? Bah, n'hésitez pas, parce qu'il y a des crédits par mois, à utiliser directement, vos petits doigts et votre souris pour aller, directement chercher, l'info, OK? Parce que, sinon, vous allez utiliser des crédits. Alors quand on a Pro Plus, honnêtement, avant d'utiliser 500 requêtes, bon courage, ça m'est jamais arrivé. Si on a la normale, 50 requêtes, ça peut aller vite. Donc, plutôt aller voir, tu vois, par exemple, potentiel haussier. Ici, on est aussi sur une incertitude basse, du coup, profitons-en maintenant qu'on l'a vu ensemble et avec des modèles, tu vois, c'est assez pertinent parce qu'on a, 18 analystes et 4 modèles de valorisation. Donc on a cette info. Et c'est possible que ma connexion lag ce soir. Ça serait vraiment pas de bol, parce qu'habituellement ça fonctionne très bien. J'ai été ce matin en live avec les membres que j'accompagne et tout s'est très, très bien passé donc c'est juste effectivement pas de bol si c'est le cas. Après il y a, voilà. Alors, ouais, OK. Donc si je résume, vous voyez, avec Investing Pro, hein, pour un petit peu recadrer tout ce qu'on a vu ce soir, on a vu pas mal de choses. On a vu donc la possibilité bah, d'utiliser soit les fiches sociétés directement avec l'outil, donc en dehors de la plateforme, et aller purement dans de la data, hein, aller chercher les ratios financiers. On a la capacité aussi, on l'a vu, d'aller utiliser des outils comme Propixia, qui va nous permettre à partir des stratégies établies, d'aller chercher directement, des valeurs qui peuvent correspondre à nos stratégies, notamment quand on va aller sur les stratégies de valeurs, hein. D'ailleurs, je vous ai pas montré ça, mais si vous prenez thème, ici, vous mettez valeurs, on va notamment avoir, alors je veux pas ah oui, parce que j'ai mis États-Unis, excusez-moi. Valeurs, vous voyez, vous avez les aubaines mexicaines, les meilleures actions de valeurs, les opportunités de valeur en France, les aubaines au Canada, au Bahreïn, en Inde, au Brésil, les chantons allemands cachés, les opportunités de valeur en Espagne, les aubaines sur actions coréennes, bref, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire de ce côté-là. Donc, du côté de ProPixel, c'est vraiment pas mal. Vous avez également Warren AI. Alors, je suis un peu désolé, ça bug ce soir, mais sinon, ça fonctionne très bien également. Et puis, on l'a vu, donc il y a le système de juste valeur qui coupe un peu avec la première idée, mais ça n'empêche qu'on peut aller directement sur n'importe quelle société, aller voir sa valorisation. Par exemple, si on tape Kering,
qui anime souvent les débats, surtout actuellement, c'est un peu le: «Est-ce que ça vaut ou pas?» Le potentiel aussi, vous voyez, il est très faible. Il est de 1. Par contre, si on regarde au niveau de la valorisation, ouais, c'est toujours très cher, 40,6, mais c'est quand même beaucoup moins que ça ne l'a été. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est suffisant? Ce sera pas mon avis, hein, personnellement, mais pourquoi pas? Voilà, en tout cas pour, ce webinaire qui j'espère a été quand même audible, malgré les petits bugs qu'on a pu, rencontrer. Je vous rappelle donc il y a une promo si ça vous dit de vous procurer ces outils, je vous ai mis le lien en description. S'il y en a qui souhaitent me revoir, me redécouvrir avec une bonne qualité de son, bah, vous pouvez le faire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur, évidemment X. Je prendrai plaisir bien évidemment à échanger avec vous, à vous lire en commentaire. J'essaye de répondre à tout le monde, hein, j'ai une communauté de un peu moins de 10 000 d'ailleurs, vous pourriez, contribuer à atteindre les 10 000 abonnés bientôt. Donc n'hésitez pas et puis voilà, je sais pas s'il y a des questions, j'ai le temps, hein, pour y répondre, donc n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Je suis pas pressé, donc s'il y en a, profitons-en. Encore une fois, je me permets, s'il y en a qui nous ont rejoints entre-temps, je ne peux lire que le chat de YouTube. Donc, si vous me sollicitez sur, X ou Facebook, je crois que nous sommes diffusés également. Malheureusement, je n'ai pas la capacité de vous lire ni de vous répondre. Je sais qu'il y a un petit delta aussi, donc je me permets d'attendre les potentielles questions. S'il y en a pas, c'est parfait, c'est que tout est clair. Will Finance qui nous dit: «Tu utilises, aussi, tu utilises l'analyse technique, pardon, aussi car Valo égale plus analyse fondamentale». Tout à fait. Alors, ça va enfin, oui, oui, j'utilise l'analyse technique, c'est d'ailleurs comme ça, pour tout te dire que j'ai commencé, à, investir. C'était, une toute première stratégie, hein, je n'ai rien inventé, la stratégie de Stan Weinstein qui fonctionne très bien, que j'affectionne particulièrement et que j'utilise toujours. En fait, c'est simplement que, je vais avoir, différentes approches, différentes stratégies, hein, donc ou en tout cas, j'ai 2-3 portefeuilles sur lesquels je peux avoir une stratégie propre. Typiquement, la stratégie de Weinstein, je fais que de la stratégie de Weinstein sur ce portefeuille et après pour mon portefeuille long terme, je peux avoir des valeurs de croissance et des valeurs, sous-valorisées. Donc en fait, j'utilise un petit peu tout et je ne vais pas croiser forcément l'ensemble. C'est toujours intéressant, évidemment. Je fais un petit clin d'œil de ce que je disais ce matin avec les membres que j'accompagne, où je disais que, bah, justement, Ipsos, pour moi, c'est un titre qui fait débat actuellement. C'est mon avis, je peux me planter encore une fois, des erreurs, j'en fais sûrement actuellement et j'en ferai encore plein. Mais par exemple, Ipsos, tu vois, c'est une entreprise qui est bien sous-valorisée actuellement, qui est revenue sur un niveau intéressant. Pour ma part, j'utilise surtout, le chartisme. Ça marche très bien sur les actions, aux grandes dames de tous ceux qui diront que c'est dépassé. Ça fonctionne très bien. Ça fait 100 ans que ça existe, plus de 100 ans et c'est des méthodes qui marchent, très, très bien. Alors elle n'est pas miracle, hein, évidemment, toutes les figures chartistes, tous les chandeliers japonais sur support et cetera ne fonctionnent évidemment pas. L'idée, c'est d'avoir une gestion du risque derrière. Mais oui, oui, l'analyse technique est également un excellent outil en complément. Maintenant, la problématique, c'est enfin la problématique ou l'avantage, on peut voir ça, comme on souhaite, mais c'est de pas trop couper, aussi, l'approche. C'est-à-dire que si on y va, on va acheter une entreprise parce qu'elle est sous-valorisée, ça veut dire qu'on est a priori, dans une optique où on achète une entreprise aujourd'hui qui est pas trop chère. Une entreprise qui est pas trop chère, 90 du temps, je dis bien, c'est par rapport à des fondamentaux et il y a peu de chances qu'on soit sur une belle orientation haussière. Peut-être de fond, mais court terme, généralement, on le voit, hein, les entreprises, qu'on va détecter sont plutôt dans des phases correctives. Donc en fait, il faut bien dissocier l'analyse technique de plutôt qui est pour moi pour timer le marché, de l'investissement de la value, en tout cas dans la valeur, où on va plutôt essayer de chercher des entreprises de qualité et de les acheter pas trop cher. Et au final, acheter des entreprises, pas trop chères, c j'ai envie de dire, le but, c'est de les acheter. On va pas essayer de timer le marché. Une entreprise, si on a envie de l'acheter parce qu'elle est pas chère, parce qu'on estime qu'elle a un potentiel haussier de 50 et qu'elle est, je te dis n'importe quoi, à 50 € l'action, est-ce qu'il y a un réel intérêt, parce qu'on estime qu'elle va pouvoir faire ce rattrapage, d'essayer de l'acheter à 49? Bon, ça, c'est une approche que chacun, bien évidemment, est libre, d'avoir et de réfléchir. Mais pour moi, quand on investit dans des entreprises pas chères, on n'essaye pas de calmer le marché. Le signal, c'est qu'elle est pas chère et qu'elle correspond à nos critères d'investissement.
Après, si on rajoute des critères d'analyse technique pour prendre nos décisions et qu'ils ne sont pas là, évidemment, on n'achète pas. Et je trouve que voilà, faut pas tout mélanger et ça se complète très bien. Attention, hein, je suis pas en train de dire que ça va pas ensemble et qu'il faut préférer l'un ou l'autre. Je pense qu'on peut réussir avec tout. C'est plus après des questions d'affinité. Il y en a qui vont aimer les graphiques, il y en a qui vont aimer les datas financières, il y en a qui vont aimer les 2. Voilà, chacun son approche. Je dirais plus peut-être, tu vois, dans l'approche de croissance, coupler ça avec de la technique, ça peut être intéressant parce que tant que les publications sont bonnes, bah, effectivement, des replis sur peut-être des moyennes mobiles, des replis sur support, des replis sur ce que tu veux, ça peut être intéressant parce que le but, ça va être de continuer à surfer une tendance de fond qui est la croissance, par exemple. Donc voilà. Le chartisme, en fait, c'est des configurations. Alors, c'est à partir de l'analyse technique, donc à partir de tes graphiques, tu as des configurations de chandeliers japonais, donc de plusieurs chandeliers japonais qui vont, au final, schématiquement parlant, construire ce qu'on appelle des figures. Donc tu entendras parler de triangle, de drapeau, tu vas entendre parler de, épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule inverse, c'est double bottom, c'est peut-être des choses dont tu as déjà entendu parler et en réalité, on s'en fiche un petit peu du terme à proprement dit, que c'est. Le plus important, c'est d'essayer de comprendre dans quel contexte arrive cette configuration chartiste, donc ces ensembles de patterns, hein, finalement, qui sont assez, connus. Sur des grosses échelles de temps, ça fonctionne d'autant mieux et d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire, OK? Avoir un double bottom, c'est très bien. Si on observe un W en pleine tendance haussière, c'est pas un double bottom. Un double bottom, c'est une figure qui annonce un potentiel retournement en bas d'une tendance baissière pour relancer une tendance haussière. Donc parfois, je vois qu'il y a des personnes qui s'amusent sur les graphiques à chercher un petit peu tout et son contraire. On voit des double bottom en haut d'une figure, d'une tendance haussière, c'est pas un double bottom. Ça ne veut pas dire la même chose. C'est simplement de l'interprétation de configuration sur plusieurs périodes, des mouvements des acheteurs et des vendeurs. C'est hyper intéressant. Et ça te permet, pardon, je ne peux pas aller jusqu'au bout, mais en fait, ces configurations vont te permettre, d'avoir des niveaux d'objectifs, techniques, donc au niveau des graphiques, avec des niveaux d'objectifs et des niveaux d'invalidation également. C'est là où ça aide à la prise à la décision. C'est notamment pour ça qu'on l'utilise. Moi, c'est le contraire, je préfère acheter à 51 quand elle a commencé à remonter. Ça peut être effectivement une bonne idée. Tout à fait, avoir, une confirmation acheteuse. Encore une fois, il y a pas de bonne ou mauvaise, il y a des mauvaises approches évidemment, mais il y a pas, voilà, il y a parfois il faudra acheter, sur le point bas, parfois il faudra acheter entre guillemets, en attendant une confirmation. Ceux qui achètent en bas, bah, l'avantage c'est qu'ils vont mieux acheter que celui qui attend une confirmation, mais celui qui attend une confirmation, bah, prend aussi, un risque, enfin prend moins le risque pardon de ne pas, de s'éviter potentiellement une action qui finalement on a payé et continue de baisser. C'est vraiment ça, c'est l'approche de chacun, il y a la gestion de risque associée derrière. Après, il y a celui qui achète un peu n'importe comment, puis il y a celui qui a des raisons de pourquoi il achète. Là, après, c'est du profit d'investisseur, c'est vraiment très, très, très spécifique. Et là, je peux pas évidemment détailler toutes les stratégies. Il en existe à peu près autant que d'investisseurs et puis, chacun a la sienne et a ses raisons d'investir pour X ou Y raison, donc voilà. OK. Des conseils pour les day traders? Oui, bien évidemment. Pour faire du day trading, il faut avoir du temps. Quand je dis qu'il faut avoir du temps, il faut avoir un cadre. Quand je dis qu'il faut avoir un cadre, c'est qu'on peut faire que ça sur le moment où on a décidé de le faire. Il faut aussi avoir la capacité de le faire régulièrement. Donc c'est, un bureau où on se consacre exclusivement à ça. C'est pas je suis en télétravail et d'un côté j'ai Teams et puis sur l'autre côté j'ai, mon patron au téléphone ou un collègue ou un client. C'est je me mets pleinement dans mon activité de day trader parce que c'est extrêmement exigeant comme activité, heu, au détriment de ce que bien, peuvent vouloir dire et c'est probablement mon meilleur conseil. Voilà, d'avoir un cadre. Après, bien évidemment, il y a des conseils de stratégie, il y a des conseils de plein de choses, mais du cadre. Si aujourd'hui vous n'avez pas plus de, 8-10 heures à accorder par semaine au day trading, oubliez. Ça va pas être constant, ça va créer de la frustration, ça va créer plein de choses. Autant se concentrer sur un bon swing, ça fera le même effet, voire bien meilleur, et vous en sortirez, tout aussi, gagnant. Après, faites-en si ça vous fait plaisir. Moi je suis personne pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire. OK, ouais, je sais, encore navré pour le son, hein, je lis les commentaires, je suis vraiment,
Trading sans ordi sur smartphone, OK, red flag, carton rouge, rouge sang. On ne fait pas de trading sur smartphone, ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est voilà, on a besoin d'avoir accès, à de la enfin, on a besoin d'avoir de la visibilité, d'avoir des outils, non, on fait pas du trading sur le smartphone. Enfin, on fait pas. Chacun, encore une fois, est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais il faudra pas s'étonner. On est tout bon, messieurs, dames? Merci en tout cas de votre présence. Navré encore une fois pour la qualité du son. J'essaierai, si j'ai l'occasion de revenir sur la chaîne, bah, de régler ce problème. Enfin, je pense que malheureusement, c'est un peu de la malchance, entre nous parce que j'ai très rarement des problématiques donc quand tu réponds, tu considères que trading égale day trading? Non, trading, ça veut tout et rien dire trading, hein, c'est très large. L'activité de trading, c'est, acheter et vendre. Donc, en fait, tu peux faire du trading, sur il y a pas vraiment de comment dire? Ah pardon, je crois que OK, je comprends avec ta question. Ta question, c'était trading sans ordi. Non, moi ce que oui, c'est plutôt day trading. Mais même du swing, hein, enfin même de l'investissement. Utiliser des outils comme Investing Pro, OK, pour aller vérifier une ou 2 données, je suis OK, mais bon là, on va même presque parler d'investissement avec Investing Pro, d'ailleurs c'est un peu dans le titre, que de trading, même si on peut s'appuyer sur Investing, pour, bien évidemment aller chercher des datas, techniques ou autres. Mais, le lien pour trouver ta chaîne ne fonctionne pas. Oh bah ça alors! Ah non, bah c'est pas possible. Alors là, Gilles, je peux pas entendre ça. Attendez, je vous la mets, comme ça vous allez pouvoir me retrouver. Vous allez taper dans la barre. J'ai plein de choses, hein, également à votre disposition si ça vous intéresse. Vous les retrouverez toutes dans les descriptions sur ma chaîne pour le coup et des contenus, tout à fait gratuits, des guides, des formations, des choses comme ça. Il y a des contenus évidemment, payants si ça vous dit d'aller plus loin. Je viens tout juste d'offrir, d'ailleurs un petit groupe d'accompagnement, si ça vous tente, qui s'appelle le Riquet Bourse Club. Heu et ma data, bon voilà, vous voyez, on est 6 794 si ça vous intéresse. Alors c'était pas forcément ici que je voulais vous emmener, mais peu importe. 9 000 pardon, 794. Voilà. Là, vous allez retrouver le vrai nom de ma chaîne. Hop, Riquet Trading et Bourse. Voilà, vous me retrouverez ici, donc si ça vous dit, eh ben, vous êtes les bienvenus évidemment. Je vous y attends nombreux. Vous pouvez me retrouver sur X, sur lequel, je partage régulièrement des analyses aussi et comme je vous le disais, hein, donc j'ai lancé un programme. Il date de ce matin, hein, l'ouverture, officielle. C'est aussi pour ça que j'étais venu sur Investing. Au passage, pour en toucher 2 mots, même si j'ai pas trop envie de faire de l'auto-promo, mais si ça vous intéresse, je fais 2 lives par semaine, des lives, approfondis avec les outils d'Investing, notamment avec d'autres outils que j'utilise aussi pour ma part. L'objectif, c'est de m'intéresser aussi aux membres qui sont dans ce groupe, donc essayer de faire des recommandations. Alors, je fais pas de conseils en investissement, mais des recommandations en fonction des profils. Libre à chacun de cliquer ou pas. Je fais pas du signal de trading ou autre, je fais des analyses, détaillées. L'idée, c'est de progresser, c'est de partager. Il y a des formations également qui sont inclus. Vous avez une offre à 8 € par mois avec, donc 2 lives, une formation, et des analyses et des opportunités et vous avez une autre offre à 20,75 €. Celle-ci, j'ai envie de l'appeler club, cocktail parce que pour 8 € par mois, je pense que c'est le prix d'un cocktail et puis celle-là, j'ai envie de l'appeler, le club, formule du midi, parce que c'est à peu près le prix d'une formule de midi avec entrée plat ou plat dessert. Je pense que par mois, c'est pas trop demandé. Ça permet surtout, bah, d'avoir accès justement à tous ces lives, à ces analyses et ici, je pousse aussi avec mes portefeuilles. Enfin voilà, bref, si ça vous intéresse, vous aurez l'occasion de découvrir ça un petit peu, plus tard. Voilà, hop, donc 404 not founded. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je peux pas le croire. Je peux pas le croire. Je dirais à Gilles de l'actualiser, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, Riquet Trading et Bourse et vous me retrouverez, vous pouvez me retrouver sur X. Si vous suivez investing.com France sur X, bah, ils ont partagé,
allègrement le lien du webinaire, donc vous pouvez me retrouver sur X aussi, vous retrouverez ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur TikTok aussi, sur Instagram. Bon, je partage quelques formats, short sur l'actualité des marchés financiers. Je suis pas un grand vous verrez, hein, je fais pas, comment dire? Je suis pas là pour la forme, je suis là pour le fond, sur les réseaux. Mon but, c'est de partager, mes outils, de partager, un peu ce que je fais. Donc, si vous vous attendez à avoir des couleurs de partout, des voitures de luxe et des montres, bon, il y en a qui font ça bien mieux que moi. D'ailleurs, si vous dites tout ça, moi j'ai pas de voiture, comme ça, c'est réglé. Voilà, vous avez tout. OK? Allez, belle soirée à toutes et à tous. À très, très vite. J'espère vous retrouver, très bientôt sur ma chaîne ou encore sur un autre live d'investing. À bientôt. Bonsoir à tous.